Merci Muriel, monsieur le modérateur, chers collègues. Je remercie la SRLF et sa commission scientifique de me permettre d'échanger aujourd'hui avec vous autour de la problématique du transport intra-hospitalier et de ses risques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt aucun, si ce n'est l'intérêt triple personnel en tant que soignant qui prend des gardes et qui est clinicien, donc qui va transporter, doublé d'une responsabilité d'unité fonctionnelle et de responsabilité d'école de formation. Et donc, à ce titre-là, chacun d'entre nous, un ou plusieurs de ces titres-là, doit s'y préoccuper. Et donc, je vais essayer de vous démontrer pourquoi vous devez vous en préoccuper. Alors, en préambule, je souhaiterais peut-être donner une photographie de cette procédure familière de transport du patient de réanimation au travers de cette étude rétrospective, monocentrique certes, qui s'est intéressée à colliger sur une période limitée l'ensemble des événements, qui s'est intéressée à étudier le profil de patients qui étaient transportés. Alors vous voyez que la population de patients transportés, ça va être majoritairement des gens qui sont un peu plus graves, avec un peu plus de catécholamine, un peu plus d'équipements, notamment ventilatoires, qui vont avoir une durée de séjour un peu plus élevée avant l'admission en réanimation, une durée de séjour en post-réanimation plus élevée, une différence non significative entre la durée de séjour hospitalière, une mortalité identique, et on va transporter ces patients tous les jours, y compris le week-end. Et plus de la moitié des patients vont bénéficier pendant leur séjour d'un transport et parfois plus d'un transport. Alors, cette procédure de transport, quand est-ce qu'elle survient? Qu'on ait besoin d'un transport, un seul transport ou plusieurs transports pendant le séjour, on va surtout en bénéficier le premier jour et 80% des transports vont être réalisés dans les 5 premiers jours. Et puis bien sûr, l'AREA, c'est un service continu qui fonctionne de jour comme de nuit, donc on va transporter tous les jours, plus bien sûr la journée que la nuit, mais également en dehors des heures ouvrables et des jours ouvrables. Donc transport tout le temps pour un certain profil de patients. Alors, nos patients, c'est bien souvent, plus de 2/3 de patients intubés ventilés. Et ces patients intubés ventilés vont aussi faire l'objet de transport. Et sur la base de données prospective clinico-biologique évolutive, où sont renseignés un certain nombre de paramètres, nous avons regardé sur une période de plus de 10 ans les transports du patient intubé ventilé en excluant les transports au bloc opératoire. Et donc, près de 30% des patients intubés ventilés vont avoir un ou plusieurs transports et auront jusqu'à 17 transports. Où est-ce qu'on va? On va majoritairement au niveau d'un plateau technique, le scanner, l'IRM, l'angiographie, et même parfois on fait des transports combinés, donc on va à 2 endroits consécutivement. Et donc en moyenne, les patients vont avoir 1,7 transports pendant leur séjour. Alors, si cette procédure de transport elle est fréquente, elle est incontournable pour des raisons de diagnostic, de traitement, c'est pas pour autant que c'est une procédure de routine qui est anodine. Et donc, dans les risques potentiels, il va y avoir à prendre en compte les modalités de ce transport. Rarement, il est programmé. Il est plus souvent non programmé dans un contexte d'urgence. Il peut avoir lieu vers le bloc opératoire ou au retour du bloc opératoire. Et donc les facteurs patients en termes de conditions physiopathologiques sous-jacentes, de diagnostic de la maladie qui conduit au transport, de comorbidité du patient, d'équipements plus ou moins complexes, assortis de manipulations à risque, vont être potentiellement déterminantes. Et bien sûr, il y a une autre composante, c'est la défaillance matérielle de l'équipement dédié au transport, de l'équipement du patient proprement dit avant le transport, et la défaillance potentiellement humaine, donc de l'escorte. Et donc on imagine facilement que le patient intubé ventilé, a fortiori en ARDS et sous CEC, qui doit être transporté, va poser plus de problèmes et de risques. Alors dans l'étude d'Ursula Benkham,
qui est une vaste étude australienne qui va colliger sur une période prolongée de plus de 6 ans les événements et les incidents survenus pendant le transport intra-hospitalier dans 93 services de réanimation. Sur la base d'un signalement volontaire, il va y avoir sur les plus de 7000 signalements, 11 000 incidents rapportés et 176 liés au transport intra-hospitalier. Et dans ces 176 événements, incidents, c'est-à-dire événements inattendus ou évolutions inattendues du patient au décours ou pendant le transport, vont être déterminants 2 types de facteurs, l'équipement, à près de 40%, et la défaillance humaine. Donc la compétence de l'escorte encadrant ce transport. Ces complications, de quel ordre elles sont ? Puisque c'est une procédure donc à risque, avec des complications immédiates. Donc cette étude rétrospective sur une population essentiellement chirurgicale, de patients souvent sédatés, on va avoir 30% des transports compliqués, avec essentiellement des désaturations, une agitation, des troubles hémodynamiques, 2 arrêts circulatoires, avec toujours retrouvé une grande fréquence de la défaillance en termes d'équipement du patient pendant la procédure. Alors, sur une étude toujours menée sur la base à Outcome Réa, on s'était attaché à décrire de façon plus précise et plus exhaustive les incidents survenus pendant le transport, donc de caractériser leur typologie. Et donc, on s'était intéressé à la population de patients ventilés mécaniquement de manière invasive sur une période de 10 ans, en prenant en compte le transport et le premier transport intra-hospitalier pendant le séjour, en excluant le transport au bloc opératoire, compte tenu un petit peu des biais que peut représenter le transport au bloc opératoire. Et on a considéré donc essentiellement le premier transport sur cette base de données qui a colligé plus de 6000 patients. Et donc on s'est fixé comme objectif de regarder quel type d'événements indésirables étaient assortis au transport, liés au transport, sur la base d'une liste préétablie, c'est-à-dire qu'on a sélectionné ce qui était déjà colligé dans la base en termes de complications respiratoires, donc les pneumothorax, les atélectasies, les arrachements accidentels de sondes d'intubation, y compris les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, les complications métaboliques, dysglycémie, dysnatrémie, et puis un certain nombre de complications diverses, donc notamment thrombose veineuse, hémorragie et ablation accidentelle. Donc si on a vu jusque maintenant que les complications pouvaient être bien entendu per procédure, elles sont possiblement également retardées. Et donc, si on retrouve dans cette étude multicentrique française, donc une cohorte très très large de patients intubés ventilés, le surrisque de saignement, de thrombose veineuse qui va survenir dans les 24 heures qui surviennent le transport, de pneumothorax, on retrouve également un surrisque de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique dans les 4 jours qui vont suivre le transport. Et puis, bien sûr, le fait d'être transporté va être pourvoyeur d'événements indésirables ou d'adverse events plus fréquemment rencontrés dans la population transportée. Et donc, ce facteur transport comme facteur de morbidité induite est retrouvé donc dans une étude plus ancienne, donc toujours française, qui avait montré que le transport était assorti de complications donc tardives et notamment de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Et en analyse multivariée, on retrouvait le transport comme étant un facteur important de survenue de cette morbidité associée au transport. Alors, le transport du malade de Réa, c'est les malades, c'est n'importe quel service qui est concerné, la réanimation pédiatrique y compris, et vous voyez que dans ce travail de 2010, en réanimation pédiatrique,
un transport complexe sous ECMO avec une procédure encadrée déjà et une escorte pluridisciplinaire, on a quand même un certain nombre d'incidents en termes d'altération de paramètres cliniques, en termes de saignement et qui sont assortis de sanctions thérapeutiques en termes d'ajustement du traitement pendant le transport. Donc, tous les transports, tous les settings concernés, pédiatriques, médicales, médico-chirurgicales, qu'on soit entouré d'une escorte compétente, appropriée ou non. Bien sûr, même si on parle du transport intra-hospitalier, il y a quand même de grandes similitudes avec le transport extra-hospitalier ou inter-hospitalier. Et donc, dans une étude de 2008, les transports héliportés sont également assortis d'incidents. Dans cette cohorte donc, de près de 200 patients intubés ventilés qui étaient sous vasopresseurs, certains curarisés, même pour un temps de transport court, on a jusqu'à 15% et parfois beaucoup plus, selon la durée du transport, de survenue d'incidents, lesquels sont généralement pas assortis de mise en jeu du pronostic vital. Et ce qui était relevé comme facteur prédisposant était la présence de vasopresseurs, donc d'instabilité potentielle et de gravité sous-jacente. Donc en clair, jusqu'à près de 70% des transports vont être concernés par la survenue d'un événement inattendu et d'un incident. Tous les secteurs de réanimation adultes et pédiatriques sont concernés, que la gravité elle est variable et que souvent il y a un rapport avec l'équipement et que les facteurs de risque identifiés sont la ventilation mécanique, le recours à l'intensité de la ventilation mécanique, la charge en soins et donc en corollaire la gravité du patient. Si tant est que cette prise de conscience de procédure à risque a donné lieu à des recommandations nationales, internationales, issues donc de conférences d'experts ou de sociétés savantes, qui ont toutes pointé du doigt le fait que ce transport est une procédure et une succession de processus complexes. Et ils ont identifié très clairement plusieurs périodes, la période avant le transport, la période pendant le transport et la période au retour du transport. Si bien que l'importance et notre rôle à nous de soignants, et d'autant plus qu'on a un rôle d'encadrement et de responsabilité d'équipe, va être d'encadrer au mieux et de cibler ces différentes étapes dans le cadre d'une démarche d'amélioration de la qualité. Et donc la première étape, c'est la préparation du patient en amont du transport, avec la sécurisation de l'ensemble des dispositifs médicaux, des tuyaux, des abords vasculaires, des drains divers et variés, prévenir la rupture des traitements, puisqu'on ne va pas forcément pouvoir se déplacer avec les 10 pouces seringues qui sont au lit du malade, prévoir le confort du patient et optimiser le confort du patient en vue du transport. Et qu'il y a donc des outils qui sont décrits dans la littérature, qui ont été utilisés par différentes équipes pour justement sécuriser en amont du transport proprement dit l'état du patient. Et donc plusieurs équipes ont utilisé soit des scorecards qui ont l'avantage de pointer du doigt et d'identifier plusieurs profils de patients à risque selon certains paramètres circulatoires ou hémodynamiques ou neurologiques, en utilisant des checklists pour viser après à ne rien oublier, à avoir une rigueur. Et la checklist, elle est pertinente, elle sera pertinente compte tenu qu'elle permet d'encadrer, qu'elle permet d'impulser une rigueur et de prendre conscience de cette culture qualité qu'on doit avoir aussi autour du transport, et puis de cibler et d'identifier l'escorte appropriée. Et donc un certain nombre d'outils ont été décrits dans la littérature sans pour autant qu'il y ait encore de data sur l'efficacité de ces outils. La préparation donc en amont de ce transport, la checklist bien sûr, qui est une checklist et surtout une do-it list, dans la mesure où elle va inciter les équipes soignantes à vérifier systématiquement un certain nombre de choses au niveau du matériel de transport proprement dit, au niveau de l'équipement du patient, de la sécurisation des différents types et drains.
Et donc ce transport, il est challenging puisqu'on l'a vu, il y a une interaction majeure entre les conditions du patient, le matériel et l'environnement. Et si on parle encore une fois que du transport intra-hospitalier, on a beaucoup à apprendre et des similitudes qu'il existe avec le transport interhospitalier. Et donc vous voyez qu'en termes de défaillance de matériel, il y a un certain nombre de choses. Donc c'est pas seulement les gaz et l'insuffisance de réserve de gaz, c'est les problèmes d'alimentation électrique, c'est les problèmes de dysfonctionnement d'équipement, et puis ça peut aussi aller avec des problématiques logistiques, hein, la panne de l'ascenseur, la panne électrique du brancard dans l'ascenseur, la panne électrique du brancard dans l'ascenseur, et puis l'arrêt circulatoire du patient. Et donc cette procédure de transport, c'est une expédition, mais ça ne doit pas être expéditif, d'où l'importance de cette préparation en amont. L'étape est donc toujours en amont, compte tenu des défaillances matérielles, va se porter sur la vérification et l'autonomie des équipements, va porter aussi sur l'adaptation et la tolérance du patient à ces équipements qui sont une étape fondamentale et cruciale avant le départ, et notamment la tolérance du décubitus. On va aller au scanner, on va aller à l'IRM, on va rester dans le tunnel pendant longtemps, on va éventuellement se mettre en décubitus ventral pour avoir tel ou tel geste de biopsie sous scanner. Et donc nos respirateurs de transport, c'est pas nos respirateurs de réanimation, et leur performance testée donc par des études de benchmarking dans des conditions statiques ou dynamiques qui s'apparentent aux conditions de nos patients, donc de compliance respiratoire normale ou anormale, de résistance dans les voies aériennes normales ou pas normales, ont montré des grandes hétérogénéités, et donc on peut pas simplement se permettre de placer le malade sous ventilateur de transport juste au moment du départ. Il va falloir avoir une période minimale d'évaluation concernant la tolérance. L'escorte est fondamentale puisqu'on a vu que la majorité des transports avec des incidents étaient assortis à une intervention médicale ou soignante, et donc le choix de l'escorte est particulièrement pertinent compte tenu des risques prévisibles ou de la gravité du patient ou du transport a priori complexe simplement par les équipements. Et donc le binôme à choisir et la qualité de ce binôme en termes de formation et d'éducation est particulièrement pertinente. Et vous voyez qu'on retrouve dans l'étude de Ursula Beckham qu'un certain nombre de facteurs déterminants, le manque de supervision, l'insuffisance de formation, le fait d'être dans un environnement de stress où on n'a pas de backup, le fait d'être inexpérimenté et va nous conduire possiblement à faire des erreurs en termes de stratégie thérapeutique et de démarche diagnostique pendant ce transport, d'où l'importance de cette compétence de l'escorte en nombre et en qualité de la formation initiale, puisque vous voyez que les événements inattendus survenant pendant le transport, qu'ils soient en lien avec l'équipement, l'état du malade et sa stabilité hémodynamique ou les accès veineux, vont nécessiter, dans plus d'une fois sur 3, d'une intervention soignante et généralement une intervention médicale assortie d'une sanction thérapeutique. Donc il y a possibilité, bien sûr, et il faut optimiser les compétences des équipes qui vont réaliser ces transports. Et bien sûr, les nouveaux outils pédagogiques se positionnent là pour renforcer le niveau de compétences théoriques, les adapter à la situation particulière que représente le transport. Et donc, plusieurs études ont montré qu'il était possible de réaliser par le biais de séances dédiées avec ou sans stimulation dans un environnement parfois contraint comme l'est une ambulance par exemple, et on rattache l'ambulance à l'environnement un petit peu contraint de l'ascenseur ou du site de destination qui est plus du tout le même que celui sécuritaire de réanimation, ont montré qu'on pouvait optimiser les compétences, même si à la base le niveau de connaissance théorique est bon. Les nouveaux outils pédagogiques permettent d'augmenter encore et d'optimiser le niveau de compétences requis, déstresser et l'augmentation de la confiance en soi et les skills qu'on pourrait obtenir et qu'on est en droit d'attendre de nos équipes.
Donc le transport intra-hospitalier pourrait être aussi également sécurisé par l'utilisation, le recours à des équipes spécifiquement dédiées, qu'ils soient issus du service, de l'institution ou hors institution. Et vous voyez, dans cette étude, certes interhospital, transport, on a moindre survenue d'événements liés à des défaillances d'équipement et moindre altération clinique entre le départ et l'arrivée du patient à destination, puisque cette étude s'intéressait essentiellement à 14 variables cliniques et qui a été comparée au moment du transport et à l'arrivée du transport. Donc un bénéfice possible d'une équipe dédiée à structurer selon les organisations locales. Autre travail plus récent cette fois, donc rétrospective toujours, moindre taux d'incidence d'événements sur des événements présélectionnés quand il y a une équipe dédiée. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il y a une équipe dédiée qu'on n'aura pas besoin d'avoir une action thérapeutique. Et vous voyez qu'il y a souvent besoin d'avoir recours à une optimisation de la prise en charge pendant le transport parce qu'il va y avoir une aggravation hémodynamique. Donc le deuxième point important, c'est la traçabilité per procédure du transport proprement dit, et à l'image des feuilles d'anesthésie et de la traçabilité de clinique et thérapeutique pendant l'intervention chirurgicale, il doit y avoir une traçabilité clinique pendant le transport proprement dit. Et donc le transport, cette procédure fréquente, routinière, à risque, s'intègre et doit faire l'objet d'un programme préventif d'amélioration de la qualité. Et il est particulièrement adapté. Donc vous voyez, cette expérience d'une école américaine a montré qu'à partir d'un recueil et d'analyse d'incidents survenus dans leur service, préalable à la mise en place d'une procédure de service rigoureuse issue d'une réflexion multiprofessionnelle qui permettait de repérer le patient à risque, de vérifier le matériel de transport et puis d'avoir un certain nombre d'étapes préliminaires pour évaluer la tolérance du patient, on avait une régression, une réduction des événements et des incidents survenant pendant les transports, une réduction notoire des problèmes techniques, moindre difficulté de mobilisation parce que cette étude avait mis en place systématiquement le matelas de transfert et donc moins de traduction clinique et pas de retard à la réalisation de l'examen parce que le patient était porteur d'événements indésirables. Et donc cette amélioration, cette démarche qualité encadrée permettait de réduire notoirement et durablement les événements indésirables pendant le transport. Donc pour conclure, le transport fait partie intégrante du séjour de réanimation. C'est une étape incontournable pour bon nombre de malades. Que la qualité et la sécurité des soins pendant le séjour de réanimation s'appliquent aussi pendant les temps qui sont en dehors du séjour et donc pendant le transport. Que la checklist et la do-it list transport est un outil qui permet de prévenir les risques en amont, que la fiche transport proprement dite doit être déployée dans une démarche qualité ciblée. Et donc c'est une prise de conscience de l'ensemble de la communauté réanimatoire qui va faire l'objet donc très prochainement, et peut-être que vous en serez sollicité, d'une étude européenne sur la prévention des risques du transport. Je vous remercie.